Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de l'émission Spoilers. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission consacrée aujourd'hui à une série américaine qui fait pas mal parler ces temps-ci. On s'est dit on va lui consacrer un épisode. On va également parler du genre super-héroïque à la télévision. Cette série, c'est bien évidemment The Boys. Et pour parler de cette série, je serai accompagné de Guillaume. Salut Guillaume. Salut les gars. Tu vas bien? Ça va très bien. Tu es prêt pour... Je suis chaud, je viens tout juste de terminer la saison 2 là. Ce matin, c'est ça? Exactement, ouais. Donc là, on est sur dans le les starting block. blocks, vraiment. Et Briac, Salut, tu vas bien? je vais très bien. Écoutez, vous êtes prêts? On est parti? Allez. Donc The Boys, série américaine. Je vais vous planter un petit peu le décor pour ceux... Alors, est-ce qu'on va spoiler? Est-ce qu'on va pas spoiler dans cet épisode? Si on spoil, on... Briac a fait oui de la tête. Si on spoil, on prévient. Voilà, c'est le deal. Okay. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil intempestif. N'en déplaise à notre nom d'émission. Vraiment, c'est le choix qui nous suit. Mais voilà, vous inquiétez pas. Donc, pour vous planter le décor, sans spoil pour le coup, The Boys, c'est l'histoire d'un monde dans lequel les super-héros existent. Ils sont partout, ils sont ultra présents et ce sont surtout des stars. Ce serait l'équivalent en fait des stars d'Hollywood, pour faire très simple. Peut-être même plus que ça, on va dire. Une bande de super-héros américaine est plus connue que les autres, c'est les The Seven, menée par le protecteur de la patrie, c'est ça en VF, hein, c'est ça. Homelander en VO. Et le problème, c'est que ces super-héros-là sont un peu complètement tarés, on pourrait dire. Ils sont tellement supérieurs qu'ils se pensent au-dessus des lois et au-dessus de tout. Et ce qui entraîne parfois des drames. Et c'est ce que va subir notre héros, Huey Campbell, qui est joué par Jack Quaid, dont la petite amie va être sauvagement et accidentellement tuée par l'un des sept, par A-Train. En tentant de venger sa petite amie défunte, Huey va découvrir les Boys, menés par Billy Butcher, qui alors eux sont très remontés contre les super-héros et ont décidé de les tuer finalement, de tous les tuer sans ménagement, donc en s'attaquant aux Seven et à l'entreprise Vought qui gère les Seven, qui en gros, comment on pourrait dire, ils gèrent leur image, ils gèrent un peu tout ça. Ouais, c'est vraiment une multinationale avec des branches dans tous les domaines, quoi. Clairement, les réseaux sociaux, la technologie, le cinéma et donc les agents plus des super-héros. Voilà. Et ils touchent également à la médecine, on va dire, pour faire simple. Oui. On va s'arrêter là, voilà. Briac, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de cette série, un petit peu d'où ça sort cette série? Alors The Boys, du coup, c'est une adaptation d'un comics qui est sorti en 2006, écrit par Garth Ennis et dessiné par Darick Robertson, que toi tu as lu, je crois. Moi j'ai lu les 2 premiers tomes qui sont ici. Voilà, je le tapote du bout du doigt. J'en ai lu 2, mais par contre, du coup, il y a 14 ans maintenant. Moi, je me rappelle, le premier, j'avais acheté direct, c'était ma grosse période comics. Et du coup, je les avais lus à l'époque. J'ai pas mal oublié, mais j'avais pris plaisir à voir qu'ils allaient en faire l'adaptation. Ouais. C'est ça. Et du coup, donc, pour replacer, Garth Ennis, c'est un scénariste qui a écrit aussi donc une série de comics assez connue qui s'appelle Preacher et qui était aussi connu pour son ton assez cru et ses idées un peu folles qu'on retrouve dans The Boys. Et Darick Robertson, je crois que toi tu connais aussi, c'est pas le mec qui a fait Transmetropolitan ou je sais plus quelle série de comics. Alors Transmetropolitan, ça ne me dit rien. Comment ça s'appelle, Cosmo? Non. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, complètement. Le visuel est... de Warren Ellis, je crois. Ouais. Ça doit être ça. Mais je crois que c'est le même dessinateur, bref. Et donc c'est une série qui a commencé en 2006 chez Wildstorm, donc une maison d'édition qui a été rachetée par DC, qui a duré que 7 épisodes, parce que DC n'était pas du tout à l'aise en fait avec le contenu et les a annulés, et finalement ils sont partis chez un autre éditeur qui leur a laissé toute la liberté au niveau de leur contenu, et ça a duré jusqu'en 2012. Donc c'est quand même une série qui a fait son temps. Et dès sa sortie, comme on était un peu dans le post-premier boom de super-héros en 2006, les droits ont été rachetés, mais le film est resté un peu en development hell. Il est passé du Columbia à Paramount. Au début des années 2010, on a eu un projet qui a failli se monter avec Adam McKay, donc de Step Brothers, mais plus récemment Vice ou The Big Short et la série Succession, qui
qui était censé réaliser. Donc ça aurait pu être assez... c'est vrai que ça aurait été hyper intéressant. Assez intriguant. Finalement, ça s'est pas monté. Le projet est apparu en 2016, et là, donc, chapeauté par Seth Rogen et Evan Goldberg, donc de Super Grave en français. Super grave. This is the End, Pineapple Express, Interview, qui ont justement déjà supervisé l'adaptation de Preacher, donc l'autre série de Garth Ennis. Ça devait se faire sur Cinemax, et puis finalement, comme Cinemax de toute façon a disparu pour devenir HBO, comment ça s'appelle ? HBO Max. HBO Max, c'est ça. Et finalement, c'est réapparu sur Amazon. Alors, je sais pas comment le projet a bougé, j'ai pas trop trouvé l'information là-dessus, mais on a atterri sur Amazon avec comme showrunner Eric Kripke, qui était donc le showrunner des 5 premières saisons de Supernatural. Et on retrouve quelques anciens Supernatural aussi bien chez les acteurs que derrière. Je crois que c'est le même compositeur d'ailleurs. Et voilà, sachant que Eric Kripke, donc le showrunner, est un gros fan de Garth Ennis, qui dit que c'est probablement son auteur de comics préféré. Et justement, quand il a eu rendez-vous avec Seth Rogen et Evan Goldberg, il disait: je voulais juste les engueuler de pas m'avoir appelé pour faire Preacher, parce que moi je voulais absolument faire Preacher. Ah ouais, oui, parce qu'ils avaient déjà effectivement adapté Preacher. C'est ça, c'était quand ils avaient lancé le projet. Et lui, en fait, si vous connaissez Supernatural, vous verrez qu'il y a aussi des ressemblances un peu dans le ton avec Preacher et la manière de gérer les... Karl Urban également. Il est dans Preacher c'est pas lui qui joue le Preacher? Je crois pas. C'est pas Karl Urban? Dominique. C'est le mec qui joue le papa de Tony Stark. Ouais. C'est de moins en moins précis. Et du coup, il les a engueulés quoi, en mode mais pourquoi vous êtes pas venu me chercher pour le Preacher? Puis on dit mais attends, on a The Boys. Et ok, bon, je prends The Boys. Pour moi. C'est ça. Je prends The Boys, et donc voilà comment il s'est retrouvé sur le projet. Alors qu'il était toujours en train de showrunner du coup Supernatural. Non, plus du tout, parce que lui il s'est arrêté à saison 5. D'accord. Il s'est barré après. 15 saisons depuis. Voilà, il y a une dizaine de saisons qu'on suivi derrière. Okay. Et voilà, et donc comment ce petit projet s'est monté, sachant qu'on a, on va en parler plus tard, mais une 3e saison qui arrive, et que lui a expliqué ne pas avoir forcément de fin, d'avoir défini la fin. Il sait à peu près où il va aller, mais il pense 5 saisons ce serait cool, mais pareil, il a pas dit... je vais pas vous dire que j'ai un plan hyper précis, je vois des choses que je veux mettre, mais je me suis pas fixé, c'est pas fixé dans le marbre pour la manière dont on va y aller. En tout cas, il voit du long terme. C'est ça, c'est-à-dire qu'il va pas étape par étape. Moi, j'ai même vu, il dit 5 saisons minimum. C'est ce que j'ai vu dans un article, c'est vraiment comme la série a du succès, que est-ce que, alors, je te dirais une erreur, mais est-ce que c'est pas la première série Prime, Amazon Prime, qui vraiment marche à ce point-là, qui a autant de bouche à oreille? Moi, j'en ai pas vraiment d'autres qui me viennent. Aussi grand public, peut-être pas. On cite souvent Mrs. Maisel comme étant une des séries. C'est plus leur série à prix, on va dire. Voilà, c'est ça. Et là, mais sinon, grand public comme ça. De cette notoriété-là, c'est la première percée, on va dire, où ils vont concurrencer. En France, en tout cas, quand on regarde les réseaux sociaux, c'est l'équivalent d'un succès sur Netflix, quoi. Les gens en parlent. Ouais, c'est ça. Les gens font pas la distinction, en fait. C'est là ce qu'ils ont réussi enfin à faire, c'est c'est pas un problème que ce soit sur Prime, et je pense que ça a attiré pas mal de gens sur la plateforme, donc tant mieux. Effectivement. Moi, à titre personnel, justement, tu t'en as parlé, ce qui m'a vraiment attiré, moi je suis un très grand fan de Seth Rogen, de ses productions et de l'homme, qui vraiment, allez voir sur Instagram, c'est absolument, il est, pas vous dire, mais il est très pote avec Snoop Dogg, voilà, j'ai énormément de cendriers, de poterie, vraiment allez voir ça, et en fait c'est un mec qui marche beaucoup à l'envie, parce que tout ce qu'il fait a plus ou moins fonctionné dans ces trucs, là c'est la série, donc c'est un autre domaine, c'est un peu plus compliqué, mais il sait qu'il va toucher sa communauté, et que c'est peut-être toucher un grand public qui va être compliqué pour lui, mais là visiblement ça a plutôt pas trop mal marché, même s'il n'y a pas que lui évidemment qui est tout ça, mais en tout cas le fait qu'il y ait Seth Rogen, moi m'a fait comprendre qu'il allait avoir un côté décomplexé dans cette série-là, et c'est vraiment ce qui m'a attiré, et ce qui a participé à me faire rester en tout cas dans cette série. Toi Guillaume, t'as découvert comment The Boys? Je pense que je suis un bon exemple de justement ce fameux bouche à oreille / succès public, parce que on en a beaucoup parlé en fait, tout simplement. Les gens autour de moi m'ont dit faudrait que tu regardes The Boys, sur mes réseaux, au-delà du coup mon cercle proche, on va dire, j'ai vu beaucoup de gens qui vantaient les mérites de la série à tous les niveaux. Alors, et du coup, comme souvent, ça m'a un peu refroidi sur le coup, parce que je sais pas, voilà, l'esprit de contradiction, on va dire. Et je l'ai regardé un peu plus tard, après le brouhaha, on va dire, médiatique, et je l'ai regardé tranquillement à mon rythme, la saison 1, il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, et pendant le confinement, je pense. Et effectivement, j'y ai vu les qualités qu'on vantait. J'ai pas été époustouflé, clairement.
mais j'ai trouvé que c'était très solide et ça, on en reparlera, mais ça permet de bouger un peu les lignes du genre super-héroïque tel qu'on le connaît, quoi. Donc ça, c'était agréable. Et toi, Briac? Et moi, c'est principalement toi qui m'en as parlé. Dans mon entourage, plusieurs fois tu m'as parlé de The Boys, donc moi ça m'intriguait, mais c'est vrai que j'avais deux a priori, on va dire. Le premier, c'est que souvent j'ai du mal à me... Enfin, c'est idiot parce que je considère qu'il faut un peu... comment dire, questionner nos rapports, les discours au niveau des auteurs dans les séries, et remettre un peu en place le fait que le showrunner n'est pas l'unique auteur, etc. Mais j'ai aussi du mal parfois à me lancer dans les séries si je connais pas trop les personnes qui font ça. Et c'est après que j'ai vu qu'il y avait Eric Kripke, et que j'ai un peu regardé, alors je suis vraiment pas un expert Supernatural, mais j'en ai vu quelques-uns et j'aime bien, et puis bon, il y a peut-être quelque chose qui va m'intéresser. Et l'autre problème que j'ai, c'est juste que je suis un peu overdose de super-héros, alors que c'est un genre que j'aime. On pourrait dire réfractaire, maintenant. Justement, là où je veux venir, c'est que j'ai eu une overdose, alors que c'est un genre que j'aimais beaucoup. Surtout dû aux films Marvel que je critique pas pour leur qualité, mais juste que ça m'a fatigué un moment de pas avoir trop d'alternatives à ces films-là. Exactement. Et hors ces dernières années, on a eu l'enchaînement entre Watchmen que j'ai adoré et justement The Boys qui propose une autre voie, qui a son ton, son style, et fait que tu redécouvres un peu les super-héros avec une autre vision, qui fait que là maintenant je retrouve le plaisir de suivre des récits de super-héros, en tout cas avec ce style là, quoi, un peu différent. Donc ça aussi, c'est ça qui m'a plu et ce qui m'a fait accrocher aussi à la série. C'est vrai que c'est un peu un lieu commun, c'est un lieu commun et en même temps un rêve, je pense, de beaucoup de créateurs d'apporter une nouveauté au genre super-héroïque. Moi je suis assez fan du genre super-héroïque et j'ai pas du tout d'overdose, j'ai plutôt lu Marvel, etc. Vraiment, c'est un genre que j'affectionne beaucoup, et justement ça me permet d'être toujours en recherche de nouveautés, et justement moi c'est ça, c'est vraiment ça, de dire putain, ils ont réussi à montrer autre chose des super-héros. Les Seven sont vraiment, ils ont tous une particularité, c'est vraiment à la fois hyper moderne et hyper différent de ce que j'ai pu voir, vraiment différent de ce que j'ai pu voir ailleurs en super-héros. Donc c'est plus un espèce de pari qu'ils ont réussi. Donc là-dessus, c'est un grand oui. Et un point, et Briac, je pense que tu vas me rejoindre, c'est le casting, moi, qui m'a fait rester. Alors les acteurs en eux-mêmes, le plaisir de découvrir des acteurs, moi la plupart, je pense que le plus connu c'est Karl Urban, si j'ai pas de bêtises. Et moi vraiment un qui alors, encore plus dans la saison 2 parce que c'est sa saison, je pense, c'est Anthony Starr, qui joue Homelander. Enfin, ce mec est incroyable, quoi. Alors moi c'est une découverte totale. Donc toi t'as vu Banshee? Alors j'ai pas vu beaucoup de Banshee, mais j'en avais vu, et du coup je dirais que j'avais même pas pigé que c'était le même mec avant. Ouais. J'ai dû mettre 5-6 épisodes, attends, mais si je le connais ce mec. Ouais. Et il est... Alors saison 1, moi c'est la saison 2, vraiment j'ai bien plus aimé la saison 2 que la saison 1. Mais ce mec est incroyable. Alors, et un autre que j'adore, et j'ai pas creusé pour le coup sa filmo, j'adore le personnage pour le coup, c'est l'homme poisson, The Deep, oui. Qui est joué par Chase Crawford. Je ne sais pas dans quoi d'autre je l'ai vu. Gossip Girl. Pardon. Voilà. Il joue dans Gossip Girl. Ah bah oui. Ah bah c'est pour ça. Gossip Girl. Quand je l'ai vu, ça fait longtemps. J'ai eu exactement désolé, il y a un petit côté plaisir coupable dans cette histoire, mais à peu près la même logique que Briac, en mode ce mec je le connais, j'ai déjà vu, mais pourtant où et tout, et j'ai cherché, je fais d'accord. Et il joue le même genre de personnage non, parce que Banshee c'est très différent. C'est pas du tout. Il joue pas du tout pareil. Ouais, c'est ça. Donc non, dans Gossip Girl il joue un bellâtre riche, un beau gosse riche, voilà, qui leur intéresse un personnage féminin, quoi. Donc non, là effectivement il y a une vraie composition de ce rôle de... Ah mais il est, c'est exactement ça, moi il est drôle, il est touchant, mais en même temps t'as pas envie qu'il soit touchant, tu vois. Très gênant aussi. C'est vraiment, c'est un psychopathe, forcément, parce que c'est le premier drame de The Boys, c'est lui qui le commet. Il va passer 2 saisons à essayer de se repentir de ça, mais il est trop bête pour se repentir. Et en fait, il est tellement écrit, ça va être des mimiques là. On va pas spoiler, mais il y a un moment où il se touche la tête. Je sais pas si vous voyez dans la saison 2, parce que, au tribunal, et voilà. Tu te rappelles pas, Guillaume? Il y a beaucoup d'hémoglobine dans la saison 2. Ah oui. Voilà. Il voit ça à la télé, il se touche la tête, genre, attends. Et vraiment, mais c'est tellement brillant, des petites blagues comme ça. Dans la saison 1, moi j'étais mort de rire, c'était la scène où on le voit se raser les cheveux,
Everybody Hurts the I.M. derrière, et là, ça commence, c'est vraiment sa descente aux enfers. Il est très, ce personnage, il est justement très cliché. Ouais. Dans une espèce de rôle de héros raté, sauf que du coup ramené à la réalité de cet univers-là, c'est vraiment un loser quoi. Puis c'est très drôle la manière en fait dont, enfin c'est une manière de parler un peu de tous ces mecs qui ont été touchés par le mouvement MeToo et qui appellent à la pitié, et dire ouais ça a détruit ma vie, c'est ça. Et c'est désolé à quel point ils sont ridicules, ça devient très très drôle. Ce qui c'est pas qu'ils inversent, mais ce qui nuance vachement dans la saison 2, où ils en font un mec qui est pas du tout à l'aise avec son corps, enfin il y a tout un tas de trucs. Mais même dans la saison, en fait, c'est ça qui est hyper intelligent, c'est que c'est un mec qui subit vraiment son pouvoir, parce que techniquement, sur le papier en tout cas, il est extrêmement puissant, puisqu'il, enfin c'est Aquaman quoi. Voilà, c'est ça. Saison 2, il a sa scène qui est très mal amenée, mais on y reviendra peut-être, mais il est extrêmement puissant, mais il subit. La saison 1, quand il a, enfin, avec ses branchies, voilà, il est très très complexé par ses branchies, et que ça lui pose des problèmes dans sa vie sexuelle, etc. Ce qui peut faire écho à ce qu'il commet en début de saison 1. Enfin, c'est brillant, quoi. Enfin, vraiment, l'écriture. Et Homelander, saison 1, tu sens qu'il en a sous le pied, et saison 2, il explose, on va dire. Et vraiment, c'est un plaisir. Et vraiment, c'est ça qui me fait rester en majeure partie. J'ai vraiment envie de savoir comment est-ce qu'ils vont développer. Alors, le bémol de ça, c'est les boys, que moi, vraiment, je me suis pas du tout attaché à ces personnages-là. Un peu Huey. Mais alors, Butcher, pour moi, vraiment, il ne m'intéresse pas. Et les autres, c'est tellement des... On va revenir sur Frenchie. Frenchie aura son taquet à un moment dans cet épisode. Et Milk, voilà, c'est un secondaire un peu sympa. Il comprend que Butcher, c'est pas juste un gros con. Bon, super. Je pense que, pardon. Non, vas-y. Je pense que, tu vois, comme on reviendra sur Frenchie, mais qu'il y a eu son épisode un peu pour le développer dans cette saison. Ouais. Et de la même manière, Milk, je pense qu'ils sont en train de le préparer, parce qu'ils savent, là, il faut aussi se dire que quand on regarde cette saison 2, elle est écrite par des personnes qui savent qu'ils ont déjà une autre saison de validée. Ouais. Donc, ils prévoient déjà sur 2 saisons sur une écriture qui est déjà... tu penses que ça va... À mon avis, Milk, tu vois, ils l'ont... Ok, il est là, on a son histoire avec sa femme et sa fille. Pour l'instant, on va pas trop creuser parce qu'on sait qu'on va avoir des choses à faire avec lui. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. On en apprend un peu plus dans la saison 2. C'est ça, déjà, il est quand même développé. Non, mais c'est pas un personnage gênant, mais bon, il est là, quoi. Mais je pense qu'il va aller beaucoup plus loin. Ils ont déjà un cast qui est quand même assez imposant de personnages. Et là, déjà, on va quand même pas mal creuser, comme tu dis, Homelander, The Deep, même Butcher, même si toi tu l'apprécies pas, il a quand même été vachement développé cette saison, son rapport à sa famille, etc. Ah, mais Butcher, c'est le personnage que je n'aime pas. Karl Urban est très bon dans le rôle, mais je n'aime pas ce genre de personnage. En gros, c'est des personnages extrêmes, mais qui sont pas écrits de manière où... Enfin, la saison 2 fait comprendre avec son père, notamment, qu'il subit un peu son héritage, donc c'est un peu l'écho aussi aux super-héros, etc. Mais c'est un gros con qui veut se persuader qu'il en est pas un, mais en même temps, il en est un, etc. Et... je les ai beaucoup trop vus ces personnages-là en fait, et je trouve que le mettre en leader de cette série presque, ça ne me touche pas quoi. Et du coup, je suis pas du tout attaché à la team des boys. Et aussi dont on n'a pas parlé, c'est la fille Kimiko. Ouais, bon. Ah, moi j'aime bien. Heureusement qu'ils ont fait cette histoire avec Frenchie, parce que ça donne un peu de corps à Frenchie aussi, mais voilà, où est-ce que ça va en fait, c'est un peu ça. Donc Kimiko, tu vois, tu disais Milk qu'ils vont le développer après. Qu'est-ce que tu veux développer sur Kimiko ensuite? Kimiko, elle a déjà eu son histoire avec son frère. C'est ça la saison 2. Ouais, donc elle est développée, c'est ça que je veux dire. Donc elle est là quoi. Elle va rester. C'est pire en fait que Milk quelque part. On va voir. Moi je suis que... Après tu vois, c'est comme Butcher dans l'absolu, c'est pas mon personnage préféré, mais j'aime les possibilités qu'il représente au niveau de l'histoire. En fait, il est là pour être le mec qui va déraper et qui est en fait autant l'ennemi des boys que le fondateur des boys. Genre tu sens que c'est lui qui va probablement causer leur perte autant que... Et d'ailleurs, bon, je sais pas, quand on commencera les spoilers, mais en fin de saison 2, il retourne encore ça et ça, on sait pas justement, au moins, la fin de la saison 2, ce qui lui arrive fait que ça me donne envie de voir ce qu'il va en faire de ça. Voilà, ça oui, là ok. Mais alors, jusqu'ici... Je pense que c'était vraiment, la saison 2, une saison de transition. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment, on a nos statu quo, et il va falloir qu'on ait quelque chose de complètement différent pour propulser le récit plus loin, et là il va falloir qu'on mette toutes ces pièces un petit peu en branle pour en arriver, ce qui fait qu'il y a aussi certaines personnes qui ont moins apprécié cette saison, je pense que c'est peut-être pour ça, qui ont eu du mal à voir là où ça allait au niveau global, parce que à la fois t'as l'impression qu'il s'est pas passé énormément de choses entre le début et la fin de la saison au niveau de l'arc global de la série, mais en même temps si tu regardes chaque truc, on a vachement creusé chaque personnage, on a placé plein de pions, et quand t'arrives à la fin de la saison 2, tu vas dire oui, c'est complètement différent. C'était très très dense en fait. C'est 8 fois 1 heure du coup, donc 80 heures de tête. Et en fait, il se passe énormément de choses et chaque personnage va quand même
plus ou moins évolué. Je pense aussi à La Torche, je sais pas exactement comment il s'appelle, qui est joué par Sean Rashmore, c'est ça? Oui. Je sais plus exactement le nom, mais je crois que c'est le chandelier ou un truc comme ça, c'est oui, nul. Lamplighter. Voilà. Lui, il a son évolution, il apparaît à un moment, il évolue, et il a un début, un milieu, une fin. Donc même lui, qui est un personnage très secondaire, donc là-dessus, c'est un truc quand même assez dense. Et toi, Guillaume, qu'est-ce qui t'a déplu, du coup, au contraire parce que t'as pas l'air d'avoir adoré non plus. Alors ouais, j'ai pas adoré, alors peut-être parce que j'en avais trop entendu parler et que du coup je m'étais fait un peu une idée et donc j'avais des attentes. J'ai aimé la saison 1 parce que saison d'introduction à l'univers, comme beaucoup de débuts, c'est toujours cool les débuts quoi. T'apprends à connaître les personnages, t'apprends à connaître les enjeux, etc. Donc j'étais satisfait de la saison 1. Et la saison 2, c'est un peu ce que tu disais, Briac, je fais partie de ces gens qui ont eu un peu plus de mal à voir où ça allait quoi. Dans le sens où on sent qu'il y a des arcs qui sont... Les 3 premiers épisodes, par exemple, sont un arc en eux-mêmes. Et puis ensuite, il y a une espèce d'histoire qui se déroule autour du nouveau personnage de la saison 2, Stormfront. On comprend que ça va tourner autour d'elle la saison, mais c'est pas très très clair, quoi. Par contre, j'ai beaucoup aimé le fond, ce qu'ils racontent de la société, ce qu'ils font de tout ça, mais voilà, je me suis un peu demandé où ça allait, et effectivement à la fin de la saison 2 il y a des trucs qui sont résolus, d'autres qui le sont pas, mais j'ai pas été je sais pas, surpris outre mesure, ou il y a des gens qui disent la fin de la saison 2, on se demande vraiment la saison 3, trop hâte et tout. Bon, j'ai pas l'impression. Moi j'ai entendu l'inverse, j'ai vu des gens qui disent que c'est un peu petit bras quoi. Que genre, oui, bon, ça se finit, il y a une petite scène de baston, mais voilà, ça va pas. Ouais, c'est plus une grosse conclusion de plein d'arcs et qui redirige vers d'autres. C'est ça. Et du coup, je rejoins Briac sur le côté, on rebat un peu les cartes, et saison 3, on va repartir sur des bases où chaque personnage sera à nouveau dans un point de départ, quoi. Donc voilà, mais après je salue les mêmes qualités que vous avez soulevées, notamment le jeu des acteurs. Autant, bon, pour le coup, je trouve que Karl Urban a vraiment... il a un jeu, on va dire, physique, dans le sens où, même s'il y a des moments... Enfin, il a des mimiques de visage qui sont cool. Il a une posture physique qui est souvent en plus assez iconisée, qui est cool. Mais par contre, je trouve pas que son jeu soit incroyablement varié. Par contre, Anthony Starr... il est incroyable, effectivement. Il fait passer des émotions. Ce personnage... C'est ça qui m'a plu dans la saison 2, c'est que t'as vraiment... C'est les méchants de l'histoire, quelque part, mais il te place dans plein de moments où il te le montre comme un mec qui souffre, un mec qui a besoin d'être aimé, qui a ce besoin filial, il y a plein de moments où l'acteur n'est pas dans la caricature d'un truc, mais dans le jeu normal d'un humain qui souffre ou qui est content, quoi. Ce qui est très dur à faire, ça. Il passe vraiment d'un truc à l'autre, quoi. Et là-dessus, rien que pour ça, t'as envie de suivre la série, en fait, quoi. C'est un mec, c'est ça, quoi. C'est des gars des femmes qui subissent, qui sont, mais Homelander, il est juste ce qu'on a voulu faire de lui, quoi. On a voulu faire de lui un gros con ultra puissant. Et c'est ce qu'il est devenu, mais c'est un enfant qui n'a pas grandi, et du coup, c'est... Ce qui est bien fait, c'est que, comme souvent les bons méchants, je pense par exemple souvent les personnages antagonistes dans Lost, ça avait ça aussi, c'est-à-dire que tu comprends exactement comment ils ne pouvaient pas devenir autre chose que ce qu'ils sont devenus, vu ce qu'ils ont vécu, mais ça en fait pas moins des salauds pour autant. Il reste un mec horrible, absolument, mais tu comprends exactement comment il a pu virer comme ça, parce qu'il avait pas le choix. Mais ça reste quand même un salaud. Je pense à Linus, du coup, dans... Oui, par exemple, Linus, ce genre de personnage où tu... ou Sawyer, ou des trucs comme ça, qui... exactement. C'est un anti-héros, je sais pas, pour moi, c'est un sujet, mais c'est... Juste un petit mot, si je pensais quand tu parlais de Karl Urban, alors, c'est peut-être moi, mais il y a un truc très rigolo, pensez au jeu de Johnny Depp quand il joue Jack Sparrow et regardez les mimiques de Karl Urban dans les moments où Butcher est le plus un peu, il se la pète et tout. Et pensez à ça, vous allez voir, il fait Jack Sparrow en fait. C'est très rigolo. J'ai pas une espèce de démarche un peu chancelante. Une démarche, des regards, une manière de bouger sa tête un peu en parlant et tout. Et c'est très rigolo. Donc je sais pas si ça a été. On voit qu'il a bossé un peu sa posture, sa démarche, etc. Alors peut-être qu'il s'est aussi Depp s'est peut-être inspiré de Keith Richards, c'était peut-être sa référence aussi, je ne sais pas, bon, à voir. Mais juste pour revenir, pour moi, mon avis plus global sur la saison 2, moi c'est juste,
la une, j'avais trouvé ça sympa. Enfin, en gros, j'ai passé un bon moment, mais vraiment sans... Enfin, un moment de mieux en mieux. Le début, j'appréciais, j'ai trouvé que c'était cool. L'humour me plaisait, c'est-à-dire j'aimais bien aussi la manière d'aller dans des trucs très vulgaires, mais le fait qu'ils osent faire ça avec des super-héros, ça fait que je rentrais dedans, quoi. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Puis peu à peu, tu voyais de plus en plus de profondeur, et c'est vraiment la 2 par contre qui m'a accueilli, où justement, parce que je n'en entendais pas tellement, à chaque fois ça me surprenait. Il y avait des petites choses, justement, tu disais, c'est bien au niveau thématique, parce que Stormfront est tout un discours sur Trump et ses supporters, et c'est vachement bien pensé, et ça... On reviendra au thème, mais en tout cas, profondeur, chaque épisode, il y avait soit un personnage qui était bien développé, soit un petit revirement dans le récit qui était assez surprenant, soit ces développements thématiques, ce qui fait que c'était toujours assez dynamique, et j'étais toujours content, quoi, et ça allait crescendo, et il y avait toujours quelque chose pour moi auquel m'accrocher, et peut-être aussi le fait que j'entendais pas, j'ai jamais attendu de la série qu'elle soit un chef-d'œuvre absolu qui m'explose la tête par sa qualité et tout. J'étais juste, c'est vraiment super sympa, et je pense qu'il joue aussi, c'est que ça doit être l'héritage de Eric Kripke, qui a travaillé pour des networks principalement. Chaque épisode a quand même un peu une unité, c'est-à-dire que chaque épisode de la série va avoir quand même un truc central. On va développer d'autres choses derrière, mais il se passe quelque chose, et c'est l'inverse de genre des séries Netflix où Netflix demande à leurs scénaristes globalement en général de faire des longs films, c'est-à-dire tu fais un film et tu le coupes en morceaux de 40 minutes, et là au contraire t'as plusieurs morceaux semi-séparés, et ça fait que tout de suite il y a des travails de structure et des choses qui font qu'à chaque épisode il se passe au moins quelque chose d'intéressant. T'as un peu ta dose à chaque épisode. Exactement, quoi. Et ça me plaît. Et du coup ça fait aussi que j'ai beaucoup aimé, au contraire d'autres personnes, le fait que ce soit diffusé chaque semaine, parce que j'avais mon petit épisode, et moi je regarde ça avec ma fiancée, puis à chaque fois en fin d'épisode on se disait tu penses qu'il va se passer quoi, on avait nos petites théories, et on attendait ça. C'est mes expériences préférées en série. Donc saison 2, progrès pour moi, et encore une fois par rapport à ce que tu disais, c'est que il y avait des moments, j'aurais pu me dire aussi, je me demande où ça va. Mais encore une fois, le fait de me dire, ils ont une saison 3, j'en fais peut-être trop confiance, mais je me dis, bon, ils ont leur 3e saison, s'ils décident de passer du temps là-dessus, de pas aller plus vite là-dessus, c'est qu'il doit y a une logique, il y a un plan derrière, et alors j'aurais peut-être tort, mais quand tu sais que les mecs, ils ont déjà assuré une suite, j'ai tendance à accepter, à attendre de voir où ça va aller. C'est ce que tu dis, d'un côté tu sens qu'ils en ont sous le pied, mais d'un autre côté ils te donnent ce que t'attends de cette série, donc en fait ça fait que t'es pas frustré, vraiment, il n'y a pas d'épisode où je me suis dit, tu vois, genre, les gars, tu vois, c'est sur des personnages en particulier, mais sur la globalité, c'est pas un défaut inhérent à la série, quoi, en tout cas. Je vous propose une petite pause. On a prévu une tracklist pour cet épisode, parce que là, on l'a pas dit, mais la musique est très cool dans cette série, il y a vraiment de tout. Il n'y aura pas de Gizmo dans cet épisode, il n'y aura pas de Youssoupha, on remercie de Section d'Assaut également, puisqu'on Frenchie écoute ça de temps à autre dans la série, et ça fait assez plaisir. Mais voilà, on a décidé de ne pas diffuser ces morceaux-là, on va rester sur du classique avec les Beach Boys. Tout simplement, un morceau peut-être le plus connu d'ailleurs des Beach Boys, God Only Knows des Beach Boys. On se retrouve tout de suite après sur Canal B. À tout de suite. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. What I'd be without you. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living
De retour dans l'émission Spoilers sur les ondes de Canal B. En cette soirée, on va parler de The Boys, la série Amazon Prime, surtout sur cette saison 2 qui vient de s'achever, et plus largement du genre super-héroïque. Justement, Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'on pourrait appeler la préhistoire des séries super-héroïques à la télé? Ouais, c'est vrai que quand on regarde The Boys, du coup, qui éclate en ce moment et qui fait un peu suite aux films, notamment Marvel au cinéma, au succès, on peut se dire que c'est un phénomène assez récent. Et pour préparer cette émission, j'ai un petit peu regardé parce que on avait aussi des souvenirs d'enfance presque en fait sur certaines séries. Et force est de constater que quand même la télé et le super-héros, c'est une histoire d'amour qui dure depuis un petit moment, parce que on se souvient peut-être quand même, au moins, ne serait-ce que pour des mèmes, mais de Batman dans les années 60, qui, je sais pas si c'est la première occurrence, mais en tout cas qui est peut-être une des plus connues dans cette préhistoire, comme tu l'as dit, des séries super-héroïques, qui est assez marrant d'ailleurs, parce que c'est même vraiment, la première, je crois, historiquement, non? Je crois que c'est ça. Ou alors il y a Captain America qui est encore plus vieux, mais celle-là, elle a quand même... dans l'histoire de Batman, en tout cas, effectivement, il y en avait peut-être d'autres, mais c'est celle qui est restée à travers les âges. Quand on y pense, ça fait quasiment 50 ans, quoi. C'est énorme. Il y avait déjà Batman à la télé, en série télé, dans un genre qui n'est pas du tout le genre du Batman que l'on connaît aujourd'hui, sombre et sérieux. Je sais pas si vous avez eu la curiosité éventuellement de déjà regarder des épisodes de ce Batman-là. Moi personnellement non, mais tout le monde, je pense, des youtubeurs ou des trucs comme ça qui J'ai vu quelques séquences sur internet, il y a des trucs très drôles, avec les Bat Gadgets. Parce que aussi c'est parfois il y a des trucs où on se fout de leur gueule, mais c'était aussi une série qui savait parfaitement ce qu'ils faisaient, quoi. C'était volontairement drôle, et c'est aussi le charme de cette série. Ce serait plus dur si on n'avait pas eu d'autres adaptations de Batman depuis. Mais ça fait partie aussi de la série. Et il y a un côté très, pour le coup, cartoon, quoi, qui était très lié à la BD, en fait, aux comics, au matériel du comics à l'époque. C'est vrai qu'en soi, c'est assez logique, quoi, quand on qui a beaucoup influencé, qui a influencé à la fois les comics et tous les films. Genre, je crois avoir entendu ça, que c'est dans cette série-là qu'est née la Batmobile, qui est vraiment l'emblème, enfin l'un des emblèmes de Batman, et c'est dans cette... Bon, elle est nulle dans la série en question, mais la Batmobile est restée, quoi. Donc c'est une série de super-héros peut faire date dans tout ce qui va suivre dans la durée. Et le jeu pour l'anecdote, c'est le jeu de Adam West qui joue Batman, qui avait inspiré Nicolas Cage pour Kick-Ass. C'est-à-dire qu'il imitait Adam West de cette série-là. Et c'est vrai qu'il a une diction hyper spéciale dans Kick-Ass. C'était pour référence à ça. Nick Cage dans nos cœurs. J'ai effectivement, on va passer complètement sur les séries animées. C'est vrai que je l'ai pas précisé. Comme on parle de The Boys, on parle du genre super-héroïque à la télé, on va plutôt parler des adaptations live, on va dire. Mais la série animée de super-héros à la télé, c'est aussi pléthore. On pense notamment à Batman The Animated Series, qui est quand même très très connu. Pour beaucoup de fans de Batman, c'est vraiment la version ultime du personnage. Clairement, excellente, qui va explorer parfaitement tout ça, mais moi je pense aussi à les gens des années 90 connaissaient F3X, le choc des héros, le dimanche matin, avec la voix de Patrick Poivet qui nous a quittés. Et pour le coup, la série X-Men qui était dedans était excellente, quoi. Enfin vraiment, c'était... Alors ça reste X-Men, mais c'est un peu le pendant de la série Batman que tu disais. C'était des séries très qualitatives. Mais justement sur le live action, c'est pas plus intéressant parce que c'est... Alors, les dessins animés, c'est des adaptations des comics, voilà, on voit l'idée. Live action, c'est autre chose, c'est très difficile, et même, on voit que ça vieillit assez mal, justement. On parlait de Batman, ils étaient tous sous LSD à l'époque, je pense, mais moi, je pense même à une qui est fondatrice aux États-Unis, c'est l'incroyable Hulk, avec Lou Ferrigno, qui est vraiment, voilà, Il y a beaucoup d'Américains, enfin, quand tu lis un peu sur les forums, il y en a beaucoup pour qui c'était d'abord cette série-là, avant d'être un personnage de comics. C'est-à-dire quand il y a des films, pour eux c'était d'abord adapter la série, plus la série qu'ils connaissaient. C'était important cet héritage-là quand Hulk a eu une durée de vie, même au cinéma. Pour l'anecdote, c'est Lou Ferrigno qui fait la voix de Hulk dans les premiers films qui ont été faits derrière. Alors que ça n'a plus aucun rapport, mais c'était voilà. En France, je sais même pas si ça a été vraiment adapté, je sais même pas. Ça a été diffusé. Je pense mais aux États-Unis, c'était extrêmement important. Ouais, et puis même pour Marvel, pour le coup, ça reste, je pense, un des grands succès à l'époque où ils essaient d'adapter les choses. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Vous trouverez des gens qui font des chroniques de ça sur Internet, sur YouTube, les adaptations de super-héros, notamment au cinéma ou en téléfilm. Ça commence aussi à arriver dans les années 70. Je sais pas si tu l'as dit, mais du coup, l'incroyable Hulk, c'est en 77, et c'est
toujours plus ou moins raté, quoi. Justement, notamment parce que la difficulté d'adapter en live action un super-héros, le costume, les super-pouvoirs, à l'époque c'est balbutiant. Donc ça reste encore assez marginal en termes de réussite, et l'incroyable Hulk pour le coup pour maintenant ou pour l'époque, ça me paraît pas, je sais pas, parce qu'à l'époque du coup Lou Ferrigno, on l'a pas dit, c'est lui qui joue Hulk, et il était catcheur je crois, enfin en tout cas physique démesuré, donc il s'adaptait, mais je suis pas sûr qu'à l'époque ce soit, les gens se disaient c'est raté. Non, justement ça a bien marché. Comparé à d'autres super-héros qui ont été aussi adaptés plutôt en téléfilm ou en film. Ça mal en fait, oui, maintenant on a un Hulk qui fait 2 mètres de haut, 3 mètres même. Complètement, mais à l'époque, c'était une grosse réussite qui a été assez peu suivi d'ailleurs quand on regarde justement la chronologie. Alors quelques années avant il y avait Wonder Woman qui a été aussi assez connue, notamment avec du coup Linda Carter qui est une figure comme ça féminine qui est quand même restée dans l'imaginaire collectif, et un peu plus loin il y a aussi The Flash. Je sais pas si vous vous en souvenez, moi j'avais vu quelques épisodes de The Flash avec ce costume tout en mousse là où il était bodybuildé, alors que The Flash est plutôt un personnage filiforme. C'est vrai qu'on aurait pu le penser, parce que quand il est sorti, quand le Superman de Richard Donner, c'est 78, c'est comme très vieux, voilà, car le premier énorme succès de film de super-héros, on aurait pu penser que ça allait lancer une vague en série derrière, comme il y a eu une vague de séries de SF après Star Wars, comme la première version de Battlestar Galactica, etc. Et étonnamment non, on n'a pas eu ça, quoi. Ça aurait pu être, et justement est-ce que c'est pas en rapport, excusez, au niveau des moyens, quoi, c'est-à-dire que comment tu fais Spider-Man en live action en 77, quoi. C'est aussi pour ça que le film il est pas arrivé avant les années 2000, quoi. On avait besoin des images de synthèse, donc complètement, c'était forcément beaucoup plus limité, et il fallait, d'ailleurs on voit que les super-héros qui sont adaptés, ils sont souvent relativement terre à terre, on va dire, ou dans un cadre urbain. Ils interviennent sur des histoires, finalement c'est pas si loin des procédurales qu'on connaît aujourd'hui. Et pour l'anecdote d'ailleurs, on retrouve souvent ces séries sur ABC ou CBS, qui est plutôt abonné à l'adaptation du genre super-héroïque à la télé dans ces années-là. Du coup The Flash c'est 90, et ça nous amène tranquillement jusqu'au début des années 2000, où là il y a on va dire, une première explosion grâce à une série qu'on a tous vue, j'imagine. C'est Smallville. Ah oui, au moins en partie, ou au moins entendu parler. 2001, Smallville, du coup, sur la CW, qui derrière fera pas mal de choses dont on va parler juste après, et qui est un gros succès en France, notamment grâce à la trilogie du samedi. On en a encore pas, on en a aussi déjà parlé, mais c'est cette série qui a lancé la mode incroyable. On a de nouveau avec Pennyworth, le truc sur Alfred, c'est-à-dire prenons un personnage et passons plusieurs saisons sur la partie la moins intéressante de leur vie avant qu'ils deviennent des persos cool. Alors Gotham fait peut-être exception, je sais pas, j'ai pas vu, mais apparemment c'est pas si mal. Ouais, je sais pas, j'ai pas vu non. Mais l'enfance de Batman, du coup, pas de Bruce Wayne. Et Smallville, c'est ça, mais c'est combien de saisons Smallville? C'est énorme, c'est 10 saisons, je crois. Il y a au moins une dizaine de saisons, elles sont d'ailleurs toutes disponibles sur Prime Video, elles sont arrivées cet été là. D'accord. Enfin, les gens qui regardent maintenant, c'est les gens qui l'ont vu à l'époque et qui kiffaient énormément à l'époque. En fait, il y a une vraie nostalgie pour cette série-là, je pense, notamment via la trilogie du samedi, comme Buffy, comme Charmed, comme Le Caméléon, comme toutes ces séries qui ont un peu fait nos samedis soirs dans les années 2000. Mais comme tu l'as dit, Briac, c'est une série... c'est vraiment la préquelle de Superman, mais parce que en gros le dernier épisode, on va spoiler, c'est du coup Tom Welling, l'acteur qui joue Clark Kent, qui s'envole en costume, et je crois qu'on le devine limite, on le voit même pas vraiment, donc ça va vraiment être toute l'histoire. Et en effet c'est en soi pas très intéressant, c'est un teen show en fait, il est à l'école, voilà, il a mais il y a toujours ce truc un peu de la kryptonite, des pouvoirs, des freaks of the week, on est clairement dans ce truc là, quoi, même s'il y a une mythologie, il y a quand même Lex Luthor qui est assez charismatique en tout cas, je pense, dans la série. Bref, en tout cas elle a acquis quelques lettres de noblesse, même si et c'était un vrai rendez-vous, je pense. C'est une série qui a fait date, et qui, en vrai, pour ce qu'elle propose, cette série n'a jamais prétendu raconter quoi que ce soit de Superman. C'est l'adolescence de Clark Kent, et en ce sens c'est réussi. On connaît après je sais pas à quelle fidélité ça a par rapport aux comics, mais c'était pas juste on fait une série avec un super-héros badass, machin, c'est pas du tout le but. Je vise bien évidemment une série qui est pile dans ce style-là, pour le coup, qui est sortie la même année, c'est Mutant X. dont je me souviens parfaitement, parce que c'est vraiment, c'était trilogie du samedi aussi, si je dis pas de bêtises, et c'était nul. Mais c'était vraiment catastrophique, et vraiment on voyait le côté, on peut pas faire les X-Men,
parce qu'on n'a pas les moyens et c'est trop compliqué, donc on va mettre des gars qui ont des pouvoirs électriques machin, c'était nul, mais bon, moi j'avais 10 ans, je sais pas. Ouais, moi du coup je suis un tout petit peu plus jeune et c'est pareil, j'avais regardé un peu, mais genre, qui a fait cette série? Mais je ne sais pas, qui sont ces gens? Parce que le phénomène qui est Mutant X, je me suis demandé, il y a un rapport avec X-Men ou pas L'anecdote justement, c'est que donc c'est une série qui a été sur la 20th Century Fox. Donc pas rien, hein. Pas, ouais, voilà, pas n'importe qui. C'est eux qui avaient les droits, qui ont toujours les droits d'ailleurs des mutants. Alors, en fait, oui, pardon, non, c'est pas ça. Effectivement, c'est eux qui avaient les droits des mutants, qui feront d'ailleurs, du coup, les films X-Men derrière avec Bryan Singer, etc. Et, en fait, l'anecdote à l'époque, c'est que ils attaquent en justice, justement, pour un peu plagiat des X-Men Mutant X, et les producteurs de Mutant X. Mais en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que les producteurs de Mutant X ne sont autres que Marvel Studios, qui, à l'époque, n'a pas les droits, du coup, d'adaptation des mutants, des vrais X-Men, et du coup, tente une série comme ça, un peu, mais sans avoir la licence, quoi. Et les deux parties, d'ailleurs, réussiront à avoir un deal qui permettront à la série d'exister, mais il y a vraiment, Mutant X ne fait pas partie de l'univers Marvel. Mais c'est fait par Marvel. Mais c'est fait par Marvel. C'est créé par Avi Arad. Et Avi Arad, c'est, je parle dans la tête trop compliqué, mais c'est grâce à lui qu'est le MCU. En partie, c'est lui qui a fait que le MCU est devenu le MCU en termes d'ampleur, on va dire. Quelqu'un qui est beaucoup derrière justement, à l'initiative. Les X-Men et peut-être Spider-Man. Spider-Man surtout. Ouais, c'est sur Spider-Man qu'il a eu ça et c'était le gérant d'un magasin de jouets qui s'est dit hey, mais il y a du biz à se faire là-dessus. Et je pense qu'il s'est dit je vais faire mes propres mutants. Et le deal qui a été conclu pour les droits, c'est qu'en échange, les producteurs de Mutant X ne peuvent pas faire de merchandising. Ouais, voilà, c'est donc ça. Des jouets, et c'est là où ça a dû déplaire à ce bon vieux Avi Arad. Voilà. Et à cette époque-là, je trouve que Mutant X, c'est, on va dire, un épiphénomène parce que ça n'a pas beaucoup marqué, et puis voilà, mais on en est là, quoi, on va dire, dans l'adaptation de super-héros à la télé. On essaye bizarrement de ne pas adapter stricto sensu des héros dans leurs aventures parce qu'on se dit peut-être qu'on n'a pas les moyens et que du coup il faut trouver des manières plus raisonnables de montrer à l'écran des choses. Et du coup, on aboutit sur des séries qui, certes, sont peut-être à culte pour certaines personnes, mais qui souvent manquent d'ambition visuelle et sont très terre-à-terre et très quotidiennes, quoi, on va dire. Et surtout, on va cibler les ados. Parce que les ados, on leur met, alors moi, une série qui est pas super-héros, mais c'est Buffy contre les vampires, qui a ce côté un peu super-pouvoir. Mais en fait, qui joue avec les codes. Justement, on voit Jason, déjà il s'amuse avec le style super-héros dans Angel, dans Buffy. En fait, c'est, comme tu dis, c'est l'histoire du super-héros, mais déguisé à travers d'autres choses. C'est ça, et c'est ciblé ado aussi, hein. Oui, c'est une teen série, je peux se dire. Parce que ça permet de pallier à tous ces problèmes-là, parce que les ados, on va chercher plus des histoires d'amour, on va faire simple, et des relations entre des personnages, et du coup, avec le côté super-héros, ça met un petit côté un peu foufou, et je pense que c'est ça, c'est la cible en fait qui est très différente. Pareil, The Boys, les ados ne sont pas tout à fait la cible, je pense, de The Boys. On a pu chercher les jeunes adultes et les adultes tout court, tu vois, et en ce sens c'est plutôt pas mal. Une série à essayer d'aller toucher un peu plus un public un peu plus mature, c'est Heroes. Moi j'ai pas le souvenir que c'était vraiment ça me paraît assez différent de Smallville, surtout ce sont deux qui, dans mon souvenir, qui est très gore, très nul aussi, mais très gore. Ils ont tenté des choses, donc là on est en 2006, donc 5 ans après Smallville, ce qui est pas si vieux, hein. Smallville n'était qu'à la moitié de son exploitation à la télé, et Heroes pour le coup je trouve, s'inscrit vraiment dans cette mouvance-là. C'est le début des années 2000 encore. Il n'y a pas beaucoup de saisons, je crois. 4, je crois, 5. 4, plus un espèce de reboot qui a été fait quand personne n'a vu. Qui est passé inaperçu. Est-ce que Heroes, la référence, c'était pas plutôt aussi des séries comme Lost, en fait, à événements et à concepts, et trouver un équivalent en utilisant un peu le genre super-héroïque, mais en le déguisant un petit peu pour pas non plus tout de suite perdre les gens qui pourraient être un peu rebutés par ça à l'époque. Je sais pas. Parce qu'au début, je pense, c'est super-héros, mais c'est encore un peu caché, tu vois, tu as pas encore tous les codes, t'as des pouvoirs, t'as des choses, mais c'est très très discret, et on joue sur le mystère et tout. Donc, tout en étant quand même présent, ce qu'on voyait quand même, contrairement à d'autres séries du style, on voyait vraiment des gars s'envoler, des trucs... mais pas de costume, pas de... Tu vois, c'est une manière de c'est vraiment un gros héritage des comics pour le coup, mais enfin qui était même présent à l'image de manière récurrente, mais plus une problème de direction et d'intérêt finalement. Donc ils ont un peu tiré à côté, je pense, sur Heroes, alors que ça aurait pu vraiment être un The Boys avant l'heure finalement. Je pense que est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'ils ont voulu faire, mais ils sont peut-être un peu mis, pas la pression, mais voilà, ils sont
ils sont allés avec beaucoup d'envie, et c'était trop ambitieux peut-être. Ouais, il y avait une ambition clairement, et je pense que je suis assez d'accord avec ce que dit Briac. C'est Heroes, c'est la série qui justement accompagne cette mode de la série plus cinématographique, la série chorale aussi, avec des personnages qui viennent d'un peu partout, la série à mystère, dit high concept, franchement. Et en plus, Heroes est une série qui a la première saison en tout cas qui a très bien marché, enfin franchement le grand public a vraiment adopté, il y en avait partout, et surtout en France. Ouais, je me souviens moi à l'époque, c'était un peu justement en tout cas moi personnellement de mon expérience, le début du moment où je commençais à regarder pas mal de séries, je commençais à télécharger aussi de la série, il y avait vraiment ce truc de j'ai envie de savoir la suite, il y a du mystère, on regarde ça à plusieurs, c'est qui ce personnage super mystérieux, c'était un peu gore, un peu et du coup ça fonctionnait très bien. Alors, malheureusement la série s'est complètement effondrée derrière parce que je sais pas en fait pourquoi, presque pour regarder maintenant, mais elle a pas su tenir ses personnages, ses concepts, etc. Mais c'était ultra prometteur, il y avait vraiment de l'ambition, il y avait du voyage dans le temps, il y avait énormément de choses, mais en tout cas je trouve que ça a marqué quelque chose dans le genre super-héroïque à la télé, quoi. Un truc plus réaliste aussi quelque part, avec vraiment on n'adapte plus des personnages iconiques, mais on parle de gens qui deviennent super-héros, des infirmiers, et qu'est-ce que ça implique dans les vies des gens normaux, quoi. Exactement, ouais. Ça c'est intéressant. Ça qui est... Mais alors je sais pas si c'est vraiment la réponse, mais je pense que c'est un peu ce que disait Briac au début sur The Boys aussi, c'est que je pense que les producteurs ne savaient pas du tout où ils allaient. Ils avaient une idée pour la saison 1, il y avait un événement à sauver, et sauver le monde en fait, sur une saison. Bon bah, ils sauvent le monde, qu'est-ce qu'on fait après ? Et ben on invente du truc, du machin, et ça ne va nulle part. Donc c'était je pense... Et la saison 1, pour le coup, quand tu la revois, mais je l'ai revue il y a pas si longtemps, je m'étais refaite, très sympa. Alors c'est pas du Lost, hein, c'est pas du génie, mais c'est vraiment très... Si vous voulez vous refaire Heroes, faites-vous la saison 1, à la fin ils sauvent le monde et estimez que la série est terminée. Finalement, effectivement, ça pourrait s'arrêter. Parce que j'ai tenté la saison 2 et vraiment, c'est 24 épisodes en plus je crois comme format, hein. C'est très très long, hein. C'est très beaucoup trop d'épisodes sur cette série, mais et j'aurais bien aimé que le reboot justement donne quelque chose, et je ne l'ai même pas tenté comme tout le monde. C'est ça, malheureusement. On peut faire un point aussi sur les séries DC, parce que alors vraiment DC autant au cinéma ça a été pendant longtemps compliqué, ça commence à peine en 2020, on réécoutera cet épisode dans quelques années, on dira putain c'est fou, mais par contre ce qu'ils ont réussi sans vraiment qu'on s'y attende, c'est le Arrowverse, on pourrait je sais pas si on peut le résumer à Arrow, mais c'est vraiment un univers à part sur la CW principalement je crois, c'est ça, ouais. Avec des séries comme sur Arrow, sur des trucs comme ça, sur exactement, Flash aussi. C'est Flash, non ouais, exactement. C'est ça, avec vraiment des séries. En fait, l'équivalent du MCU à la télé, fait quelque part en fait. Ouais, il y a cette ambition-là. En tout cas, clairement, après cette espèce de préhistoire-là, déjà, il se passe un truc au cinéma, c'est la trilogie Batman de Nolan, qui redéfinit quand même un petit peu le genre super-héroïque pour pas mal de gens, et du coup notamment ceux qui vont en effet créer Arrow pour la CW. Donc on l'a dit, CW c'était déjà Smallville, donc ils avaient déjà un peu des liens et tout avec DC. Et les droits surtout. Voilà, des liens, des droits, de l'argent qui circulait comme ça. Et ils commencent à développer Arrow. Il y a du coup The Dark Knight qui sort, ils se disent ok, en fait c'est ça qu'on veut faire en série, quoi. Et clairement quand tu regardes Arrow la première saison, c'est ça, c'est un héros urbain, très noir, très dans la réalité de quelqu'un qui n'a pas de pouvoir et du coup qui en chie en fait, hein, pour mener la justice, une certaine forme de justice, mais en même temps c'est un personnage torturé, et du coup la première, le début de Arrow sur la CW marque aussi en plus un petit changement éditorial pour la CW qui est quand même plutôt tamponné série pour teenagers, un peu à l'eau de rose et tout ça, ce qui est un petit peu Arrow parce que dans son ADN il y a quand même ce côté un petit peu soap quelque part, mais avec quand même un truc super héroïque, très assumé, très un peu plus noir, un peu plus sombre, un peu plus adulte, et ça fonctionne.
les audiences suivent effectivement, et derrière ils ont créé tout le Arrowverse. Alors maintenant que Arrow est fini, ils ont renommé ça en CWverse, c'est le nom officiel aujourd'hui, mais effectivement il y a donc Arrow, The Flash derrière qui suit, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning, Batwoman il y a pas très longtemps, et tout récemment Stargirl et Superman et Lois qui va arriver soit à la fin de l'année soit l'année prochaine, donc c'est même pas ça. c'est même pas en train de s'arrêter, on va dire quoi. Et là où ça rejoint le MCU, c'est que tout ça c'est un univers effectivement partagé qui a pour point d'orgue un crossover du coup annuel. Toutes les séries se mettent ensemble pour, au fur et à mesure qu'ils ont créé des séries, 2, 3, 4 épisodes qui réunit tous les super-héros et qui combattent une menace beaucoup plus grande qu'eux, avec le dernier en date qui est du coup, si je me trompe pas, Crisis on Infinite Earths. Qui est clairement du coup le multiverse d'ici qui est mis en scène, une ambition d'un point de vue du matériel d'origine, elle est folle quoi. Je veux dire, au cinéma ils ont jamais réussi à faire ça chez DC, à la télé avec, j'ai presque envie de dire des bouts de ficelle, ce qui n'est pas exactement vrai parce que la production s'améliore au fur et à mesure, visuellement ça reste de plus en plus sympa à suivre. Ils arrivent à faire des events comme ça qui sont l'équivalent des Avengers, on va dire quelque part. Mais c'est exactement l'équivalent à la télé, parce que Marvel pour l'instant n'a pas réussi à faire ça, et comme on voit que les séries prennent le dessus un petit peu, enfin en tout cas ont une énorme importance pour les fans maintenant, c'est que maintenant que Marvel s'y met, donc c'est... Puis là ils envoient, il y en a combien en préparation mais justement on va y revenir aussi un peu plus tard, mais c'est moins des choses, déjà c'est des choses qui ne sont pas installées, on n'a pas vraiment l'habitude de suivre Marvel dans ces formats-là, et ce qui est drôle pour l'anecdote, c'est que pour le coup d'ici, le côté multivers est dans l'ADN des super-héros d'ici depuis le début de DC. C'est Flash qui a un peu amené l'idée de ça, mais il y a 50 ans, je te dis ça, c'est hyper vieux. Donc en fait, je pense que le moment où ils vont vouloir lier les univers, ça va se faire naturellement. Crisis on Infinite Earth, c'est un comics qui est culte chez DC, et dans les comics papier quoi. C'est ce qu'ils ont fait. Non, il n'y a pas l'acteur qui jouait Superman dans celui de Bryan Singer, Superman Returns, qui fait son apparition dans... On parlait même de Tom Welling. Alors, clairement, je l'ai pas vu, du coup, ce crossover. Moi, personnellement, j'ai adoré... à une époque, j'ai vraiment... Assume, Guillaume, non, mais c'est ça, j'assume, c'est le moment. J'ai beaucoup aimé le Arrowverse. J'ai suivi les 4-5 saisons de Arrow, de The Flash, de Legends of Tomorrow. Je me suis arrêté là, j'ai pas regardé les autres séries. Et j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment, il y avait justement, alors c'est un peu le problème, mais un trop-plein, trop de choses, trop de séries, trop d'imbrication des univers les uns dans les autres. Mais alors ce qu'ils ont fait effectivement avec le dernier crossover en date, qui marque en plus la fin de la série d'origine qui est Arrow, c'était son épitaphe quoi, c'est que non seulement ils ont fait du fanservice puissance 1000 puisqu'ils ont ramené tous les acteurs des séries précédentes qui faisaient déjà un petit peu dans les séries mères, c'est-à-dire que le père de The Flash, c'est l'acteur qui joue The Flash dans les années 90, il y a toujours plein de petits clins d'œil comme ça, mais là on retrouve Tom Welling de Smallville, on retrouve Brandon Ross, il fait son caméo du coup. Il fait son caméo, on retrouve Brandon Ross qui joue dans les Legends of Tomorrow, mais là qui joue du coup le Superman de Singer. Est-ce qu'il joue là-dessus justement, que c'est le même corps alors je ne sais pas, j'ai pas vu l'épisode donc je pourrais pas te dire. Ce serait drôle, tu vois, parce que ce serait un peu cohérent en vrai de dire putain dans cet univers t'es Superman, dans l'autre non, c'est pas du tout cohérent, mais ça pourrait être... Et ils ont été même jusqu'à, en fait, mêler les univers des films d'ici avec l'univers, du coup, des séries, puisqu'on voit Ezra Miller qui joue le Flash de Zack Snyder, de Justice League, et peut-être... Non, c'est tout, il est que apparu dans Justice League. Qui va avoir son film bientôt. Voilà, qui va bientôt avoir son film. Et ils l'ont fait rencontrer avec le Flash de la série télé. Donc tu te dis à un moment donné, les mecs ont quand même ont assez de poids, on va dire, chez DC, dans l'adaptation de leur matériel, pour se permettre de faire des liens comme ça, pour le fun, pour le caméo, entre ce qui se passe au cinéma et ce qui se passe à la télé. Donc clairement, oui, grosse réussite et grosses ambitions. Et ça risque de continuer. C'est assez... parce que je vous dis, moi je pense que Marvel ça va être plus compliqué, ils ont intérêt d'envoyer du bois avec leur série à eux, mais alors, justement côté Marvel, ce qui est assez marrant c'est que
on sent que alors il y a quelques séries qui partent comme ça, notamment sur ABC en même temps. Il y a notamment Marvel's Agents of Shield qui a quand même suivi son petit bonhomme de chemin, qui s'est terminé cette année justement, ou l'année dernière. Les succès d'estime quand même, quoi. Je suis pas sûr que je suis pas certain. Qui a son public, qui a trouvé son public, qui a ses il liens avec encore, le MCU. Vraiment, c'est genre ça commence à rassembler, mais il ne reste que les fans, et les fans vont suivre jusqu'au bout. Effectivement, oui, après Whedon il a quasiment rien fait sur celle-là, c'est plus son frère c'est qui a géré ça, mais lui il a juste supervisé rapidement le début, puis il est parti faire autre chose. Mais c'est une très moi j'en ai pas regardé beaucoup, mais et puis de ce que j'ai suivi ensuite de loin, c'est vrai que ça va être très série à la Whedon. Certains retournent en situation, la manière dont ils ont un peu étendu l'univers. Parfois, ça m'a donné parfois envie de m'y mettre, mais c'est vrai que j'ai jamais eu le courage jusque-là. C'est une série qui a été souvent menacée d'annulation, justement à cause de sa base fan un petit peu limitée, mais qui a quand même réussi à aller au bout de son propos, au bout de son histoire, avec à chaque fois une ambition de renouvellement à chaque saison. Et à côté de ça, il y a eu aussi... en gros, ça s'est un peu découpé en deux univers, quoi. Marvel, il y a eu le streaming, et il y a eu la télé, et le streaming, ça a été Netflix, avec Daredevil, Jessica Jones, avec Luke les Cage Defenders, et Iron Fist. Et ils là, sont tous arrêtés maintenant, non, ça y est. Ils se sont tous arrêtés. Defenders, ça a été coupé d'un coup quand ils ont rompu en gros avec Netflix, et que Disney a reprend les droits de télé, quoi. Et ça, c'est vraiment un énorme gâchis, parce que on voit ce qu'ils ont voulu faire avec les Defenders. Vous avez regardé apparemment, pardon. Vous avez regardé du coup de votre côté? Moi, j'ai vu un bout de Daredevil, et en fait. Tu vois ce qu'ils ont voulu faire, en fait, c'est ça, et en fait c'est vraiment dommage. Et Punisher aussi, ils ont vraiment tiré à côté, et vraiment ça fait l'impression de parler d'ici, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je pense qu'à terme ils avaient peut-être dans un coin de la tête de les intégrer tôt ou tard au MCU, et en fait ça s'est tellement mal goupillé que s'ils les intègrent maintenant c'est un peu trop tard, et les gens les ont déjà oubliés, et le public qui regardait Netflix, je suis pas sûr que ce soit exactement le même qui allait au cinéma voir Iron Man, donc en fait, c'est vraiment ça, c'est tiré à côté, quoi. Vraiment. En fait, ça s'explique aussi des bonnes séries, la production, tout simplement, puisque en fait, c'était deux personnes différentes qui géraient les séries du coup Marvel sur Netflix et le MCU. Il y avait et même c'était deux divisions, quoi. Il y avait Marvel Télévision et il y avait du coup Marvel Studios. Et clairement, il y avait une guerre d'ego entre les deux personnes qui étaient en charge de ces deux univers-là. Toutes les séries dont on vient de parler là, elles sont dans le MCU. Hein. C'est-à-dire que sur les affiches de promotion de Daredevil, on voyait la tour des Avengers. Dans le canon. Voilà. MCU, ouais. Ça fait certains même font plus ou moins suite à l'invasion des Chitauri, de Avengers, etc. Enfin, il y a des liens, quoi. Mais clairement, à aucun moment, et je pense que on le doit principalement au fait que ce n'étaient pas les mêmes dirigeants des studios. Ça a été au-delà du clin d'œil, malgré en plus le fait qu'il y ait eu des acteurs qui étaient quand même ultra bien castés. Je pense notamment à du coup D'Onofrio dans le rôle de Wilson Fisk dans Daredevil, qui je trouve est génial. Même Charlie Cox en Daredevil, très bon aussi. Ça aurait pu faire un Daredevil convaincant dans le MCU. L'acteur qui joue Luke Cage, je trouve qu'il a vraiment aussi la gueule de l'emploi, et le Punisher, Bertnall, qui je trouve Punisher qui est un peu à part, même si elle fait partie de cet univers des séries Netflix, et aussi je trouve ultra convaincant et ultra cool à suivre. Mais en tout cas, là où DC a réussi à développer son Arrowverse au fur et à mesure des séries, avec la réussite du coup qu'on lui connaît, même si on trouve généralement que c'est pas des très bonnes séries, faut bien se rendre compte que ça fonctionne et que ça s'étend. Marvel a pas réussi à créer cet engouement-là sur Netflix. Je pense que du coup t'as une frustration pour les spectateurs, en fait, au bout d'un moment, c'est que tu commences à comprendre que tu vas jamais voir Tony Stark passer dans un moment dans Daredevil, et que tu vas jamais voir Daredevil venir aider les Avengers à un moment. Je crois que j'avais vu ça, il y avait des gens qui étaient frustrés quand ils espéraient un peu ça pour Agents of Shield, le fait que par exemple dans comment il s'appelle le deuxième l'âge d'Ultron, non, comment il s'appelle ? L'ère d'Ultron. L'ère d'Ultron. À la fin, t'es pas genre les mecs d'Agents of Shield qui viennent aider avec la ville, tu vois, ça aurait été le petit caméo qui pouvait vraiment lier les deux univers. Et à un moment, quand tu commences à comprendre que t'es censé être dans le même univers, mais rien ne va jamais se croiser, ça crée de la frustration. Et là, c'est ce qu'ils ont l'air d'éviter avec les prochaines séries, puisqu'on a les acteurs des films qui conservent leur rôle, qui vont continuer à se croiser, à se voir, donc... Ouais, exactement. À part, du coup, donc, tout ça est un peu tombé à plat. Defender, qui était censé être l'Avengers de ces héros urbains et tout, il y a eu une mini-série, ça a fait flop, clairement, et ça n'a pas été beaucoup suivi. Derrière, toutes les séries ont été annulées. Derrière, il y a eu effectivement le deal avec Disney, etc. Disney Plus arrive, et là, par contre,
si vous aimez pas les séries Marvel, ne vous abonnez pas à Disney+, parce qu'il va y en avoir une chier, si vous me permettez l'expression, juste pour faire le petit listing, parce que je le trouve quand même relativement impressionnant. On va avoir donc très vite, là, à la fin de l'année, WandaVision, puis The Falcon and the Winter Soldier, une série sur Loki, une série sur Hawkeye, une série sur un héros assez peu connu mais qui a l'air assez cool sur Moon le Knight, papier, qui est Moon très Knight, je connais ceci là. Miss Marvel et cool. She-Hulk, quoi. Donc clairement là on sent que, et tout ça va être des séries effectivement chapeautées cette fois non pas par Marvel Television, qui d'ailleurs je crois aujourd'hui n'existe plus, mais par Marvel Studios, donc par la personne qui gère du coup le MCU, avec des vraies connexions, etc. Donc là ils vont peut-être réussir enfin à faire ce truc là et à faire ces parallèles entre ce qu'on va voir au cinéma et ce qu'on va voir à la télévision, enfin là au streaming. En plus, vu la politique de Disney ces derniers temps, est-ce que demain, cette frontière entre les choses qui vont au cinéma, les choses qui vont en streaming va pas se flouter ? C'est le but avec Disney+, je crois. Ouais, mais je pense que on en reparlera. Mais ça va jamais être vraiment un domaine. Pour moi, ça c'est ce que tu viens de lister, surtout les 3 derniers, Moon Knight, She-Hulk, etc. C'est vraiment l'antichambre du cinéma en fait. On va les tester. C'est un peu un énorme, comment on dit, quand on laboratoire, à sable, voilà, pour voir si on peut les adapter. Je pense à She-Hulk surtout. Donc oui, c'est ça. Ils prennent les concepts qui ne feraient pas des films à 300 millions de dollars, mais ils disent on peut quand même en faire quelque chose à côté et voir c'est ça. Les faire interagir entre eux, puis quitte à un moment, hop, on peut le caser dans Avengers, il apparaît. Tu vois, tu parlais de Iron Man qui va dans une série, là ça va plutôt être She-Hulk qui va faire une apparition. C'est ça, je pense. Parce que She-Hulk, le personnage est la cousine, je crois, de Bruce Banner. Oui. Donc tu vois, les liens sont assez faciles, et on l'a pas dit, on va pas lister tout. Après on va parler de séries super-héros un peu... Enfin pas d'ici ou Marvel, mais on n'a pas cité aussi Cloak and Dagger, Swamp Thing, qui est techniquement une série d'ici, The Runaway, qui vient de sortir, The Runaway. Oui, il y a eu effectivement du coup la plateforme DC Universe qui s'est lancée ces dernières années et qui a accouché de séries. Alors le Arrowverse avait des moyens limités, là on sent que clairement il y a une hausse de budget, et on sent qu'on va dire à partir de la moitié des années 2010 il y a une montée en gamme sur la réalisation, la photo, les FX, au moins là-dessus on va dire, et on a donc Titans, Doom Patrol, Swamp Things, qui sont 3 séries d'ici et Stargirl. Du coup, on sent clairement à l'image qu'il y a eu un gap. On n'est plus tout à fait dans un truc à la CW, on est vraiment sur beaucoup plus proche de The Boys dans l'ambition visuelle en tout cas. En fait, je pense, et on va parler de ça après une petite pause, mais je pense qu'en fait, ils vont se rapprocher de séries qui doivent évoluer en elles-mêmes et qui doivent moins subir, je pense, l'influence du cinéma ou d'un univers partagé, etc. Swamp Thing, par exemple, qui est vraiment horrifique, je crois, dans le genre, c'était le but officiellement, en tout cas, c'est ce que je veux dire. Donc, il va moins subir ça, et un petit peu ce qu'on a listé, ce qui peut parfois faire un peu défaut, c'est ça. Et The Boys, pour le coup, ils se sont dit, on dépend de rien. On sort des comics, on s'en affranchit sur beaucoup d'aspects, on fait notre univers à nous, et peut-être un spin-off, on va en reparler aussi, mais et on voit ce que ça donne, et pour l'instant apparemment c'est plutôt qualitatif, donc c'est ça qui est intéressant à comparer. On y revient tout de suite après une petite pause musicale avec Sharif Hassan et QB. Quarterback, sit in the pocket, smoking on rocket, changing the topic. Niggas ain't talking about shit. Nigga, I'm dodging the blitz. Brady, I'm go with the shit. Lately, I've been on the cliff. Lately, I've been on the ditch. Crazy reality switch. Nigga, I feel like a star. Nigga, I'm chillin' on Mars. Nigga, I'm taking it far. Setting the bar. Oh, shit. Get up to par. Oh, shit. Get in the car. Oh, out of here. Sensation is great with the outerwear. Sagging the pants, got a bigger pair. Got on the shades, I don't see the glare. Throwing the shade, I don't even care. Going the air out the other ear. Yeah, never about what you hear. Always about what you say. True, I ain't got shit to say. Yeah, nigga, I demonstrate. Yeah, quarterback. Hey yo, Sean, let me get that back real quick. Quarterback, sit in the pocket, smoking on rocket, changing the topic. Niggas ain't talking about shit. Nigga, I'm dodging the blitz. Brady, I'm go with the shit. Lately, I've been on the cliff. Lately, I've been in the ditch. Crazy reality switch. And I'm back in the shit. Hop in the booth and I'm talking my shit. Oh, that's your girl, why she all on my dick? I didn't know that she wanted to flick. I didn't know I was famous and shit. I didn't know I was faded and shit. Right up the gut like a running back. Throwing it back like a lateral.
and I'm out this hoe. Keep it on the low so your man don't know. 10 toes down, I don't chase no hoe. Love my folks, I don't fight no foe. NY nigga with the Cali glow. Endo chillin' with the endo roll. Touchdown nigga, that's an ento no. And these niggas ain't speaking my language. Blue 42 on my high hype. Nigga, I'm calling the plays, bitch. Audible nigga, I lane switch. Nigga, my vocals is dangerous. Outcasting nigga, I'm Andre. Lately, I'm spitting that big boy. AMG package, big toy. Moving in silence, don't hear noise. Hear noise. Quarterback, quarterback, quarterback. 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 Quarterback, 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 sit in the pocket, smoking on rocket, changing the topic. Niggas ain't talking about shit. Nigga, I'm dodging the blitz. Brady, I'm go with the shit. Lately, I've been on the cliff. Lately, I've been on the ditch. Crazy reality switch. Crazy reality switch. Switch. De retour dans l'émission Spoilers, aujourd'hui on vous parle de la série The Boys et des séries de super-héros au sens large. Là on vient de lister un petit peu les séries Marvel, les séries DC, mais surtout ce qui arrive depuis mi-2010, c'est les séries de super-héros, point, qui ne sont pas forcément issues de deux entités aussi colossales que DC et Marvel, qui sont issues de comics la plupart du temps, j'ai l'impression, enfin en tout cas pour la plupart. Je pense à The Umbrella Academy qui est un comics, The Boys du coup, Watchmen aussi de par le fait, même si voilà ça appartient à DC mais c'est à part parce que c'est plus l'œuvre d'Alan Moore et de... En tout cas c'est pas l'adaptation du comics de base et Watchmen, en plus c'est autre chose mais voilà. Même s'il se revendique comme étant effectivement c'est une suite voilà. En tout cas c'est pas l'adaptation, c'est ça que je voulais dire exactement. Et en fait est-ce que c'est pas ces séries là qui marche le mieux finalement en fait, c'est la question qu'on pourrait se poser. Moi je pense à The Umbrella Academy qui a fait encore plus fort que The Boys. À mon avis, mon point de vue c'est qu'ils ont fait encore plus fort parce que c'est Netflix et que Prime doit encore se battre pour s'imposer dans l'univers des séries streaming auprès des gens. Là, Umbrella Academy partait déjà avec cet avantage-là, en étant les leaders qui proposent une série super-héros et qui est quand même pas dégueu. Hein. Vous avez vu Umbrella Academy ? Moi j'ai pas vu. Ok, moi j'ai vu les deux premières, enfin j'ai vu les deux saisons, du coup j'ai été relativement déçu de la deuxième saison, que j'ai trouvé moins... Trop concept peut-être Je sais pas, moins intéressante d'un point de vue de l'histoire. Les personnages sont toujours aussi forts, ce qui vit est toujours intéressant, mais j'ai pas trop vu là où ça allait, et ça prenait vachement son temps. Mais bon. C'est vrai. En tout cas, effectivement, on peut remarquer que, et The Boys en est un exemple assez flagrant, c'est aujourd'hui, on est en 2020, le genre super-héroïque, surtout au cinéma, mais avec tout ce qu'on vient de citer aussi à la télé, il est omniprésent, et on sent qu'il y a une certaine forme d'overdose chez beaucoup de gens, et là on voit que du coup les gens qui produisent des séries sont un peu en train de se demander comment on peut faire du super-héros sans en faire, en faisant différemment, etc. Exactement. On en a cité 3, Umbrella Academy, Watchmen et The Boys, qui sont toutes très différentes, mais qui sont toutes dans un certain type de super-héros et qui du coup twist le truc d'une manière ou d'une autre quoi. Ouais. Et ça c'est hyper intéressant à tout ça. Et ça, tu parlais tout ça de l'héritage Nolan au cinéma, la trilogie Nolan un petit peu bon peut-être pas Begin, je sais pas, on creusera ça une autre fois, mais en tout cas qui sont pas vraiment c'est Batman, mais est-ce que c'est un film de super-héros? C'est une question qu'on pose souvent. C'est des films de braquage, c'est des films des enquêtes, des machins, des trucs, et Nolan a un peu autorisé, on va dire, ses descendants à réinventer un petit peu ça. Est-ce que c'est pas Briac? Je pense que c'est une série que tu aimes bien, je crois, Watchmen, que tu as bien aimé. Un peu. Nine Love, tu vois, à peu près. J'apprécie. Le chauve là. J'apprécie. Est-ce que c'est pas ça justement? Est-ce que Watchmen, que je n'ai pas vu, que ce soit bien dit, malgré les demandes répétées de mes comparses, est-ce que justement Watchmen c'est pas ça? C'est pas une série qui dit ce sont des super-héros, mais qu'est-ce que ça implique d'être un super-héros en 2020, enfin en tout cas dans les années 2010 dans le monde? C'est ça, déjà c'était l'idée de Watchmen le comics tout simplement, ça Alan Moore s'est dit bon, c'est quoi un super-héros, à quel point il faudrait être taré pour faire ça, etc. Et Damon Lindelof, il a repris cette idée en se disant bon maintenant effectivement on est à l'époque en 2019, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? On a les problèmes raciaux et qu'est-ce que les récits de super-héros nous disent sur ça et comment ça peut interagir avec ce thème-là. Et donc c'est parti de ce constat-là, donc c'est avant tout là-dessus, en prenant ensuite le genre super-héroïque et puis en le poussant aussi dans ses retranchements sur certains aspects qu'on va pas dévoiler là comme tu n'as pas vu la série, et que je caresse toujours l'espoir de faire un spécial Watchmen un jour pour spoilers. Mais c'est tout à fait ce que tu dis. Mais en même temps ce qui est intéressant c'est Watchmen, c'est aussi un exemple de ce qu'on commence à avoir
avec des choses comme Légion, qui donc là reste Marvel, mais très très séparé du reste de Marvel. Et c'est des séries d'auteurs en fait, qui viennent faire du super-héros. Parce que Légion, c'est Noah Hawley, qui est le showrunner de Fargo. Donc il est vraiment identifié comme dans les... Enfin, il est pas jeune, hein, je crois qu'il a 50 balais, mais les jeunes prodiges, on va dire, les mecs apparus dans les années 2010 à la télé et qui commencent à être un peu connus, qui arrivent, qui fait une série de super-héros, mais alors vraiment... il fait ce qu'il veut avec, c'est plutôt des trips psychédéliques, des affrontements assez mentaux, ça n'a rien à voir avec les récits de super-héros classiques. Et je pense que Légion, Watchmen, c'est un genre qu'on va voir de plus en plus. C'est ce genre de types qui viennent, qui prennent des séries de super-héros et qui les tournent un peu pour faire autre chose. Est-ce que justement le fait que, dans le cas de Watchmen, le fait que ce soit HBO qui soit derrière est pas révélateur? Parce que, donc HBO, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ont connu une phase un peu de crise où ils cherchaient leur poste Game of Thrones pour rester les boss dans le monde des séries. Est-ce que justement on pourrait pas voir ça comme une tentative de prendre un truc ultra mainstream que sont les super-héros et de les mettre à la sauce HBO? C'est ça, peut-être. Mais alors après, je pense qu'ils l'ont pas pensé comme post Game of Thrones, parce que Lindelof il leur a toujours apparemment fait comprendre qu'il ferait une saison, il ferait a priori pas 2 saisons. Okay. Donc ils savaient a priori qu'ils auraient pas, ils ont encore essayé apparemment de le pousser, mais que c'est pas un truc qu'ils auraient sur le long terme. Donc là il n'y a pas de saison 2 de prévu? En tout cas, Lindelof a dit qu'il la ferait pas. Ok. S'il y en avait une, parce qu'il avait dit j'ai pas d'idée, donc ça me tente pas, et que éventuellement, si quelqu'un voulait en faire, comme justement il a cité le mec de Légion, Noah Hawley, si Noah Hawley voulait faire la saison 2, il dit ouais ok tu peux viens faire ton truc, et il pensait à faire quelque chose un peu comme True Detective ou Fargo. Donc je pense qu'en fait eux ils l'ont plus vu comme leur nouvelle mini-série un peu événement à la True Detective. Plus comme Tchernobyl presque. C'est ça. On va casser le côté heroic fantasy. Voilà, on prend un truc, et puis ça va être effectivement le côté bon on est HBO, on n'a pas fait de super-héros, qu'est-ce qu'on prend? Bon bah on prend le truc le plus reconnu parmi les fans, donc le truc ultime Watchmen. Et le plus tendu, hein. C'est ça, voilà. Aussi, hein, et on se le prend, on s'y attaque quoi. Et le moins fantasque aussi quelque part quoi, d'un point de vue des pouvoirs, de l'imaginaire. En même temps, Watchmen, avec Dr Manhattan, tout ça, il y a aussi... oui, mais ça reste... Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, il y a à côté... ce qui a fait aussi la réputation de Watchmen semi-adulte, quelque chose que ça veut dire, qui fait qu'ils ont dit, ils avaient une certaine... comment dire, légitimité culturelle dans Watchmen qui fait que HBO peut dire bon ça va, nous on fait un super héros mais on vous adapte pas n'importe quoi, on a pris Watchmen quoi. Je pense que c'était leur angle en tout cas, mais je sais pas s'ils visent eux à établir une série de super héros sur le long terme. D'accord. Justement probablement parce qu'ils sont au courant qu'il y a déjà la CW, il y a Marvel qui arrive, ils doivent se dire c'est probablement pas la peine. Le seul truc que je verrais pour eux ce serait éventuellement une série sur Batman par exemple, comme HBO c'est Warner et qui pourrait... C'est un peu saturé Batman. C'est ça, mais tu vois, le seul truc ce serait, comme on en a eu 36 000 des films Batman, une vraie bonne série sur Batman qui pourrait faire évoluer le personnage sur la longueur en live. Là ce serait une solution pour faire un truc. Bah déjà il y a une... alors je sais plus si c'est HBO ou HBO Max, mais il y a un projet d'adapter Gotham PD qui était une série de comics sur le commissariat de Gotham, et qui pour l'instant, très surprenant, est développé par Terence Winter des Sopranos et de Boardwalk Empire. Donc ah oui, mais il va en faire un truc très premier degré. À voir ce qu'il va faire. Alors moi, en lien avec le film de Batman. C'est normalement censé être un univers partagé parce que le comment s'appelle-t-il, ce réalisateur du Batman du prochain. Matrice. J'ai cru que tu disais Matrix. Oui. Il est complètement Matrix doit réaliser le pilote. Alors je sais pas si ce projet se fera, ça me semble très bizarre, mais donc Terence Winter c'est un des meilleurs scénaristes actuellement pas mal aux États-Unis. Il s'est planté sur Vinyl qui était sa dernière série. Donc là j'imagine qu'il a dû se dire bon bah si je fais un truc de super-héros, on va me laisser travailler un peu tranquille. Je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est un projet un peu bizarre. Mais donc voilà, là c'est un projet, bon c'est pas HBO directement, c'est HBO Max. Mais ils ont ça. Donc en gros, The Boys sera un peu le juste milieu quelque part entre un truc, on se prend au sérieux en parlant de super-héros, mais ça reste quand même du grand public quoi. En fait ce qui est marrant c'est que The Boys, c'est une super synthèse de tout ce qui est venu avant. C'est-à-dire qu'on a le côté très DC de ces dernières années un peu décomplexé, et Marvel avec les personnages en costume, les super pouvoirs, c'est fun, y a des gens qui volent, qui font de l'électricité, qui vont vite, etc. On est clairement dans un univers de super-héros, voilà. Et on a ce truc très politique, je sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, voilà,
la saison 1 et la saison 2 traitent des thèmes un peu différents, mais qui se rejoignent avec Watchmen et avec, curieusement, la saison 2 de Umbrella Academy, qui est notamment du coup la lutte des classes et les problèmes raciaux et tout aux États-Unis. Enfin, la saison 2 de The Boys tourne presque d'ailleurs exclusivement autour de ça, là où la première saison était plutôt autour des grandes corporations, des GAFA, de la célébrité. Voilà, de la célébrité, des dérives et tout ça. La saison 2 tourne vraiment sur la fake news, enfin, il y a un côté très fake et tout, enfin, ça aborde administration Trump. Exactement voilà, ce que j'allais dire, une grosse Je vais faire un mini spoiler sans rentrer dans les détails, mais en gros, le personnage qui va venir représenter Trump et l'extrême droite américaine, donc Stormfront, c'est très malin parce qu'en fait on nous dit c'est quelqu'un qui vient de l'Allemagne nazie, qui ensuite dans les années 50 s'est placé dans le sud des États-Unis là où il y a la ségrégation et maintenant se retrouve là sur les réseaux sociaux à avoir des attentes. Donc c'est une manière très très simple de te dire bah voilà comment ce courant de pensée a évolué, voilà par où il est passé. Et c'est presque trop comment dire, le personnage a presque trop cette fonction pour le coup, quand tu le décris comme ça, tu te dis à quel moment quelqu'un qui est né à cette période est autant moderne aujourd'hui, tu vois. C'est ça, mais en fait c'est presque postmoderne parce que tu vois quand on le dit, c'est tellement évident que ça paraît débile de l'expliquer genre en fait ça parle de c'est ça, mais c'est juste que ils sont allés au plus pur du symbole, c'est ça, boum boum boum, voilà ce qui s'est passé avec ce personnage. Et si tu vas trop dedans, ça paraît idiot, mais en fait c'est évident et c'est bien raconté sur tout en étant subtil, parce que ces trucs-là. Alors moi, il y a un sujet qui m'a un peu plus, deux sujets même qui m'ont plus touché, parce que j'ai aimé la manière. C'est une manière qui m'est beaucoup plus personnelle de l'amener. C'est ce que moi j'appelle la banalisation. C'est-à-dire que Maeve est lesbienne. Voilà. Dans la saison 1, alors elle est bi. Pardon ? Elle est bi. Justement, la série Pardon, te dit il faut dire lesbienne parce que les gens sinon ils ont du mal à comprendre. Elle est amoureuse d'une femme et on s'en fout un peu quoi. C'est important à un moment précis de la saison 2 et après c'est qu'est-ce que ça va impliquer pour elle en fait. Son image est faite, on voit ça tire un peu sur ceux qui utilisent ce côté LGBT woke pour en faire juste une arme de propagande et de pub. Ça critique ce côté-là, mais ça montre aussi ce que ça implique pour les gens. En fait, qu'est-ce que ça implique d'avoir une notoriété, d'être comme ça, et tout simplement la place de la femme. C'est-à-dire que dans la saison 2 et la scène finale est gaguesque sur ce côté-là, c'est ah ouais donc c'est les meufs qui font tout quoi. C'est vraiment ça. Il y a vraiment cette scène et là vraiment c'est clair et précis. Les mecs sont derrière à rien faire, ils attendent que les filles se mettent dessus et c'est très bien fait. Et j'aime vraiment moi ce que j'ai aimé, et tu parlais d'Umbrella Academy, et pour moi Umbrella Academy a tout faux justement là-dedans. On le sait que dans les années, je sais plus exactement quand ça se passe, mais on sait que dans ces années-là, les personnes de couleur n'avaient pas le droit de rentrer dans certains cafés, etc. On le sait, et c'est tellement ostentatoire, on appuie dessus, parce qu'elle y va une fois, elle se fait mettre dehors, elle y retourne, elle fait un sitting, c'est lourd. Voilà, j'aime bien plus le côté sur Klaus qui est amoureux d'un homme, pour le coup, ça j'ai plutôt bien aimé. Mais là, dans The Boys, c'est tellement subtil, suggéré, etc. Enfin, bien amené, plus précisément, je trouve, que ça permet d'encore mieux le questionner, je trouve. En fait, la série, pour l'instant, elle arrive à tenir ce fil qui est assez fin, mine de rien, de justement gros sabots, mais en même temps intelligent, quoi. Ouais, c'est-à-dire vraiment de te dire, je suis en train de regarder un truc qui me fait marrer et qui est fun, et en même temps, si je réfléchis vraiment bien, et en ça, la série, elle est ultra flippante, parce que je pense qu'elle est très juste dans la manipulation des masses, parce que clairement ce que fait la société c'est ça, hein, c'est la société Vought là, la méga corporation qui dirige les super-héros, c'est de la manipulation de masse à travers des super-héros, des images qui eux-mêmes du coup font des films, enfin ça infuse dans toutes les branches de la consommation de biens culturels, on va dire quoi. Ils sont partout, enfin il n'y a pas une scène dans la série où tu vois pas une photo avec un super-héros qui vend un dentifrice, un machin, un truc, de Maeve, ouais. Et pour l'instant, effectivement, je trouve pas ça subtil, mais je trouve ça intelligemment fait, et c'est à la fois une parodie. Ça m'a jamais choqué là où Umbrella Academy, ça m'a choqué. Pour moi, être moderne en 2020 dans une série télé, c'est pas avoir un personnage gay, un personnage noir, un personnage asiatique. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'important. Là, ça fait juste quota. Là, oui, il y a une femme dans les Seven qui sort avec une femme. Oui, bah d'accord. Et qu'est-ce que ça implique pour elle ? Son image,
moi j'ai pas peur du mot subtil. Oui, ça fait gros sabot, mais c'est pas tant que ça antinomique dans cette série-là. Et je trouve ça c'est assez brillamment, et pour moi c'est une vraie série moderne en ce sens-là, parce que on a pas parlé du côté effets spéciaux, etc. Ça c'est acté, oui, en 2020 on peut le faire, tout ça, c'est clair, voilà. C'est facile, mais c'est jamais trop, c'est jamais, c'est amené quand c'est important, etc. Et en ce sens, je trouve ça super intéressant. Et à mon avis, c'est aussi pour ça que ils ont réussi ce juste milieu là, parce que tu vois, Watchmen par exemple, c'est pas du tout c'est pas une série qui va toucher les fans du Arrowverse pour moi, tu vois. C'est vraiment deux cibles complètement différentes. Et The Boys peut faire ce que tu disais un petit peu le juste milieu. Et il y a même du coup un spin-off qui arrive. Dans la série, moi un pan, et j'ai appris après que ça allait parler de ça, c'est comment on peut ramener ça sans spoiler, le moment où ils sont enfermés, où il y a des jeunes qui sont enfermés dans un truc de vote, des jeunes avec des super pouvoirs qui sont enfermés, qui m'a rappelé le film Les Nouveaux Mutants. N'allez pas le voir, c'est clair et net, c'est horrible, et justement c'est apparemment ça qui va être développé dans le spin-off. Alors moi j'ai entendu parler que c'était plutôt le côté université. Genre une université, donc une école qui serait dédiée aux jeunes ayant des super pouvoirs. Voilà, genre X-Men de l'enfer, quoi. Avec des jeunes qui sont, un peu comme ça, sont élevés en batterie pour faire des trucs comme ça. C'est ça. Mais ça me paraîtrait pas étonnant qu'ils fassent le lien, tu vois, avec la personne qui, enfin là où le jeune, je sais pas malheureusement, qui a les cheveux rasés, qui explose tout avec ses mains, etc. Tu vois, je vois le lien qui peut se faire assez naturellement, et c'est une série qui va nécessairement devoir s'éloigner suffisamment de Homelander et compagnie, donc qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça. Toi Briac, t'attends quoi de la suite de The Boys? Moi j'attends juste vraiment, comme j'ai apprécié la 2, que ça continue sur cette lancée-là, et qu'ils continuent à creuser l'univers, puis un peu à justement à faire évoluer leurs personnages comme ils l'ont fait, et j'attends vraiment quand on sent qu'on va vers une explosion sûrement du groupe des Boys entre eux, ou au contraire aussi des Seven qui vont sûrement changer pas mal. Déjà on nous le suggère en fin de saison, ce qui va se passer avec Homelander, qui est un personnage qu'on attend aussi complètement le moment où ça va vraiment définitivement craquer, et où le monde entier sera vraiment au courant de qui est cette personne-là. Et non mais surtout, ils nous font pour l'instant, ils se sont gardés sous le coude le fait que ce personnage devienne vraiment en roue libre. C'est-à-dire qu'un personnage comme ça, qu'est-ce que tu fais si ce mec-là Evil Superman, quoi, clairement, il peut, vraiment, ça peut être une menace. J'ai un peu une idée de ce qui se passerait, vous aussi, je pense, de quel va être le ressort scénaristique pour contrer un Homelander qui est en roue libre, et je serai un peu déçu que ce soit ça. Voilà, du coup tu prends un produit et tu deviens un super-héros. S'ils vont vers là, je serais un petit peu déçu, à moins qu'ils me surprennent même là-dedans dans l'utilisation de ce truc-là. Je pense que ce serait décevant. Bon, pareil, c'est dur de dire ça, on peut pas savoir, mais moi j'ai assez confiance dans le sens où c'est une des questions principales pour eux, j'imagine, en tant que scénariste, c'est on a ce personnage-là, comment il va finir, parce qu'il est surpuissant, on peut rien faire contre lui, comment on va finir son histoire. Après on sait pas s'il a des points faibles physiquement. Voilà, on va peut-être avoir une surprise là-dessus, mais en gros ça va être un de leurs problèmes principaux en tant que spectateur, en tant que scénariste, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de ce personnage-là. Donc pour ça, moi je suis plutôt en je me dis bon, on va voir où ils vont, mais jusque là j'ai bien aimé comment ils sont débrouillés, spoilers avec Stormfront, etc. Donc j'attends, perso ça me fait pas trop peur, je pense qu'il y a des idées. On est plutôt Ouais, à voir effectivement le statut, la saison 2 se termine sur un truc qui fait que ça va repartir un peu sur des bases neuves, on va dire, en saison 3, donc à voir. Je suis assez satisfait que la saison 2 se termine pas sur une surabondance de personnes ayant des super pouvoirs, c'était un peu ma crainte. Ils ont évité cet écueil-là, j'espère qu'ils vont pas aller là-dedans, parce que je trouve ça pas... Ils vont avoir du mal à l'éviter, malheureusement, je pense. C'était un peu ce que Heroes avait raté, justement, notamment, donc à voir. Pas d'attente particulière, hormis que l'histoire continue à nous montrer cet univers et à développer son propos politique, puisqu'on va être d'autant plus dedans, a priori, dans la saison 3, vu les enjeux de la fin de la saison 2. Très bien, écoutez les gars, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter sur The Boys, sur les séries super-héroïques Moi j'avais une recommandation à faire, entre guillemets, gardez un œil dans les prochains mois. 2021, la série Invincible adaptée des comics de Kirkman va sortir sur Prime Video. Cette fois-ci ce sera de l'animation, mais j'ai beaucoup aimé les comics qui sont du coup édités chez Image.
J'espère que la série sera tout aussi bien. C'est super-héros aussi, tout ça ou... Totalement super-héros. Okay. Un fils découvre que son père est un Superman, on va dire, Okay. et développe ses pouvoirs alors qu'il est tout juste adolescent. Violence graphique, aventure avec un grand A, puisque voyage dans l'espace, etc., multivers. Et animation, bref, ça c'est un très vrai... très décomplexé. Ça va un vrai plus. Animation, donc ça peut être une bonne pioche. Très bien. Bah, écoute, donc Prime, on a sous le pied encore sur le thème des super-héros. A priori. Très bien. Bah merci les gars pour cet épisode. Merci. Voilà, Merci, n'hésitez CHP. pas à nous donner votre avis sur The Boys si vous ne l'avez pas aimé. Là, on était un peu tous de concert sur cette série, mais on a aimé. Pardon d'avoir aimé. Si vous n'avez pas aimé ou si vous avez des remarques à nous faire, n'hésitez surtout pas à nous mettre ça en commentaire de ce post. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Guillaume est aux commandes de ce Twitter. Il mène ça d'une main de maître. N'hésitez pas à lui faire un coucou. Venez. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de l'émission Spoiler sur les ondes de Canal B. Salut! Salut. Don't touch